Bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième capsule vidéo où on va discuter effectivement d'atomes et d'ions. Alors le principe, effectivement, c'est qu'on a vu que la matière jusqu'à présent, c'était effectivement des molécules qui sont elles-mêmes effectivement constituées d'atomes. Et puis, eh bien, il se trouve qu'aujourd'hui, on va voir un petit peu ce que c'est qu'un ion. Vous allez voir effectivement que c'est une particule un petit peu différente. Alors, vous pouvez bien sûr ici noter le titre du grand 3 qui sera donc des atomes et des ions. Et si on revient rapidement sur ce qu'on a pu faire ensemble cette semaine, on a donc discuté d'une expérience qui était la suivante, essayer de savoir si des solutions conduisaient ou non à l'électricité. Vous vous souvenez qu'on a mis des solutions à l'intérieur d'une cuve à électrolyse, on regardait si effectivement le courant passait ou pas à l'intérieur effectivement de la lampe qui est juste en bas. Voilà, donc on a travaillé un petit peu là-dessus et on s'est aperçu d'une chose un petit peu curieuse, et bien toutes les solutions conduisent pas le courant électrique et en particulier l'eau pure, eh bien, ne conduisait pas ce courant électrique, ce qui peut paraître un petit peu surprenant. Donc on va pouvoir effectivement noter ces choses-là, et vous avez pu vous apercevoir de quelque chose qui est que quand on regarde effectivement la composition de ces solutions, on s'aperçoit que les solutions qui ont tendance à laisser le courant électrique passer, eh bien, possèdent des espèces chargées. Alors si on regarde un exemple comme celui-ci, par exemple la solution d'eau salée, vous vous souvenez, la composition c'était donc H2O plus Na plus et Cl-. Vous voyez, c'est ces petites charges plus et moins qui sont responsables de la conduction d'une solution, tandis que la partie moléculaire qui est juste là, eh bien, elle n'a pas d'incidence. Donc la solution d'eau salée conduit l'électricité, et puis l'eau pure ne conduit pas cette électricité. Alors, il y a une règle qu'on a établie et qui serait toujours vraie, d'ailleurs, dans un atome, vous vous souvenez, on a dit qu'il y a autant de protons dans le noyau, donc autant de charges plus, que d'électrons qui tournent autour, qui portent des charges moins, ce qui fait que globalement, un atome, c'est une entité qui n'est pas chargée, si on regarde. Alors, on va essayer de savoir un petit peu comment sont faites en tout cas ces petites particules qui sont un petit peu différentes, qui sont les Na+, et les Cl- qui sont ici. Alors si on regarde, qu'est-ce que c'est qu'un ion positif? Donc cette particule a un chargé, on va l'appeler effectivement un ion. Quand il est positif, qu'est-ce que c'est? Alors voici effectivement un atome ici de sodium, Na. Vous voyez que dans son noyau, il y a 11 charges positives qui sont donc les 11 protons, et puis 11 électrons qui tournent autour, qui constituent les charges négatives. Donc voilà pour la légende. Voilà ce à quoi ressemble un ion sodium. Donc vous voyez que c'est pas très très différent. Je ne sais pas si vous avez pu voir justement quelle est la différence qui existe entre ces deux choses. Là voilà, vous avez vu qu'il y a effectivement un électron qui a disparu, donc la différence entre un atome de sodium comme celui-ci et puis l'ion sodium, c'est simplement effectivement que ici on a un électron qui a disparu. Alors si on regarde les charges, comme je vous le disais tout à l'heure, on a 11 charges plus dans le noyau de l'atome de sodium, on a 11 charges moins, et que globalement, eh bien, on a une charge qui est complètement nulle. Par contre, si on regarde effectivement les charges c'est un ion sodium, on a 11 charges plus donc dans le noyau, 10 charges moins, c'est-à-dire 10 électrons qui tournent autour de ce noyau, et donc globalement la charge est plus 1. Alors vous aurez remarqué que le plus 1, la charge plus, eh bien s'explique, cette petite notation là, Na+, est due effectivement au fait que on a une charge positive excédentaire. Donc, il va falloir effectivement retenir une petite propriété, qui est que quand on passe d'un atome à un ion, on modifie jamais son noyau. Alors, ça, c'est des raisons énergétiques, c'est quelque chose de complètement impossible. On ne peut pas changer le nombre de protons qu'on a dans le noyau, parce qu'on aurait pu se dire que pour transformer Na en Na+, en termes de charge, on aurait pu rajouter un proton. Eh bien, c'est pas quelque chose de possible. La seule façon de faire ça, c'est effectivement de retirer un électron. Donc, on touche jamais au nombre de charges positives qu'il y a dans le noyau, pour passer d'un atome à un ion, et on va retenir qu'un ion positif, c'est donc un atome ou une molécule, on verra dans des exemples et dans les exercices, qui a perdu un ou plusieurs électrons. Alors en ce qui concerne un ion négatif, et on va regarder ce qui se passe avec le chlore. Avec le chlore, vous avez donc 17 charges positives dans le noyau, donc vous voyez les 17 plus qui sont juste ici, qui sont les 17 protons, encore une fois, du noyau, et donc on a 17 électrons qui tournent autour. Alors cette fois-ci, qu'est-ce qui s'est passé? Je vous laisse une seconde pour regarder le schéma. Et bien pour devenir Cl-, pour ceux qui ont un petit peu d'imagination, il se trouve qu'il faut qu'on gagne une charge négative. Pour gagner une charge négative, il suffit effectivement de gagner un électron. Donc vous pouvez les compter, ici il y a 18 électrons autour du noyau, ce qui fait effectivement l'ion Cl-. Alors si on regarde les charges comme tout à l'heure,
On a 17 charges positives dans le noyau de l'atome de chlore, et on a donc 17 électrons qui tournent autour, et donc globalement la charge est zéro, hein, c'est normal, c'est un atome, ça on l'a déjà dit. Pour ce qui concerne l'ion chlorure, hein, parce qu'on appellera ça de cette manière-là, les ions Cl-, hein, faites attention, c'est pas un I majuscule ici, hein, c'est C majuscule, L minuscule moins. Euh, donc c'est effectivement 17 charges positives dans le noyau et puis 18 électrons qui tournent autour. Hein. Si on fait le calcul globalement, et bien ça fait que on a une charge négative excédentaire. Et vous aurez compris que le petit moins qui est juste ici, eh bien, correspond à cette charge négative excédentaire. Donc finalement, hein, ce qu'on peut retenir, c'est qu'un ion négatif, comment est-ce qu'on l'obtient? Eh bien, on part d'un atome ou d'une molécule, hein, qui est neutre, et puis on lui fait gagner un ou plusieurs électrons pour pouvoir faire en sorte effectivement qu'il ait une charge négative excédentaire. Allez, je vous propose un petit exemple pour voir si vous avez compris. Je vous propose de m'expliquer quelle est la différence qui existe entre un atome de cuivre, donc qui a pour formule chimique Cu, et puis un ion cuivre 2 qui a pour formule chimique Cu2+. Hein, les ions cuivre 2, ce sont les ions qui ont tendance à donner cette coloration bleue à la solution de sulfate de cuivre, hein, qu'on a utilisé l'autre jour. Et puis le cuivre, hein, vous savez que c'est le métal qui constitue les fils électriques. Je vous propose de nous laisser une petite minute de réflexion, vous sortez votre crayon papier, vous répondez à ça, et puis on se retrouve juste après. Allez! Bien! Allez, j'espère que vous avez eu le temps, en tout cas j'espère que vous avez mis pause, hein, pour pouvoir effectivement prendre le temps de réfléchir à l'exemple. Je vous propose la correction donc de l'exemple, vous avez tous bien compris, hein, comment est-ce que ça fonctionne. Donc un ion cuivre 2, qu'est-ce que c'est que par rapport à un atome? C'est un atome de cuivre qui a perdu 2 électrons. Hein, vous avez vu ici le Cu2+, ça signifie qu'il y a 2 charges plus excédentaires. Vous vous souvenez qu'il n'est pas possible, hein, de rajouter des protons à l'intérieur d'un atome, mais la seule chose qui est possible, c'est effectivement de retirer des électrons pour avoir cette charge positive. Bien, j'espère que ça c'est compris. Une petite remarque, vous avez vu, hein, depuis tout à l'heure, je vous dis, dans un atome de chlore, par exemple, comme ici, hein, il y a 17 protons dans son noyau. Hein. Alors, où est-ce qu'on peut retrouver cette information là, si jamais vous la cherchez à un moment ou à un autre? Hein, donc, bien sûr, il faut noter la remarque qui est ici, on la trouve dans la classification périodique des éléments. Alors, c'est le tableau, hein, que j'ai dû vous distribuer, et j'espère que j'ai pensé à le faire. Et vous voyez effectivement ici, dans chacune des cases qui est présente, vous avez le numéro Z qui est tout en haut à gauche et qui correspond au numéro atomique. Souvenez-vous, ça correspond au nombre de protons qu'on a à l'intérieur d'un atome, ça on en a parlé dans la vidéo précédente. Donc vous voyez dans chaque case, le chiffre qui est indiqué en haut à gauche du tableau périodique, c'est effectivement le nombre de protons qu'on trouve à l'intérieur de cet atome et plus particulièrement du noyau. Hein. Donc si on prend l'exemple du chlore qu'on a vu tout à l'heure, vous avez vu, il y avait 17 protons, bien effectivement dans la classification périodique on retrouve bien ce 17 qui est juste ici. Voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais plus ou moins à vous dire. N'oubliez pas, hein, j'espère que tout le monde a bien noté l'intégralité du cours. N'oubliez pas les 3 questions qui sont juste en dessous. Et on se retrouve la semaine prochaine.